Nous voici dans notre émission Valeurs dans Canal K Web TV, où nous recevons Ange-Marie Malanda, notre expert et spécialiste en économie, où on va commencer notre émission dont il va me dire le titre. Bonjour Martial, bonjour à nos éditeurs. Aujourd'hui, on va parler d'entreprise et le développement socio-économique africain. Encore une émission où il y a beaucoup de choses à dire. On est parti pour 40-45 minutes, grand max, pour cette émission, qui est bien entendu pas suffisant pour bien expliquer de ce que c'est, mais on va cibler les choses où je vais devoir vous laisser parler. Qu'est-ce que c'est que l'entreprise et son développement socio-économique africain? En droit français, l'entreprise n'a pas de définition. Toutefois, c'est une unité de production qui combine les facteurs de production. Qu'est-ce que nous entendons par facteur de production? Nous avions les ressources naturelles, nous avions le travail des hommes et des femmes, et enfin, nous avions le capital. Donc, le capitaliste entrepreneur va combiner tout cela pour produire des biens et services en vue de réaliser le profit pour lui. Mais en contrepartie aussi, comme il achète la force de travail, il va rémunérer les agents économiques, les ménages, en salaire. Il va permettre à ces derniers de consommer. D'accord. Je notais dernièrement que la nouvelle politique économique exige que l'on accorde des moyens adéquats de créer, de gérer des activités susceptibles de favoriser la création de la valeur ajoutée à partir de nos potentialités dans le respect des lois, conventions et règlements en vigueur en Afrique, à celles de ceux de nos frères et sœurs qui veulent bien entreprendre, c'est-à-dire ceux qui veulent produire des richesses en vue de réaliser des profits, mais aussi payer des recettes à l'État, payer des salaires et contribuer au développement du pays parce qu'ils vont diffuser le pouvoir d'achat. Qu'entendons-nous par pouvoir d'achat? Je dis que le pouvoir d'achat, autrement dit, c'est le revenu réel. Qu'est-ce que nous entendons par revenu réel? C'est une unité monétaire qui permet d'acheter une quantité de biens et services. Je vais prendre deux exemples. Avant la guerre en Ukraine, le litre de carburant était à 1 euro, enfin le gazole. Et donc, si vous avez 20 euros, vous achetez 20 euros d'essence. Et après la guerre, avec 20 euros, le gazole étant passé à 2 euros, vous n'achetez plus que 10 litres d'essence. Donc, une unité monétaire qui permet d'acheter un certain nombre de biens. 20 euros avant la guerre, 20 litres d'essence. 20 euros pendant la guerre aujourd'hui, c'est 10 litres d'essence. Quand j'étais gamin, je savais que quand j'avais 100 francs CFA, je devrais m'acheter 4 fabriqués. Fabriqué, c'est du manioc, le chikwad. Et de nos jours, avec ça, je ne peux même pas m'acheter un chikwad. Donc, le pouvoir d'achat des Congolais a baissé. Mais je dis que le rôle de l'entreprise, c'est de payer des salaires et donc de diffuser aussi le pouvoir d'achat. Voilà ce que je voulais souligner déjà. Bon, c'est déjà un grand soulignement. Parce que vous parlez du Congo, mais tout État fonctionne de la même manière. Naturellement. Hein? Donc, le côté asiatique, je pense que c'est pareil. Je pense que c'est la même chose. Je pense, oui, vous avez tout à fait raison. Parce qu'on sait que c'est un monde différent, enfin, c'est ce qu'on n'arrête pas de me dire, mais bon, je me dis, tiens, peut-être que là, ils ont peut-être une autre manière de faire, mais non, je crois pas. Vous savez que les principes économiques sont universels parce qu'un foyer doit quand même avoir de quoi consommer. Pour consommer, il faut produire. Si je ne plante pas de la l'Afrique aujourd'hui, si je ne plante pas le manioc aujourd'hui, si je ne lève pas des poules
qui pondent des œufs demain, c'est sûr et certain que dans le foyer, on ne pourrait pas consommer. Ah, il y aura plus d'œufs, ouais, bien sûr. Dans tout État, dans toute famille, c'est quand même avoir de quoi manger. Donc, pour cela, il faut déjà produire. Je n'ai pas dit aller prier, mais produire. Et quand on produit, Ah, on peut consommer. d'accord. Donc l'entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, fait vivre le pays, fait vivre les familles. J'ai une petite question là-dessus. Bah déjà en ce qui concerne la France, pourquoi autant de charges patronales dans ce cas-là? C'est ce qui empêche de vivre. Également, c'est ce qui empêche le développement de l'entreprise. Oh, mais j'ai remarqué qu'en France, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent au cours d'une année, quoique beaucoup disparaissent. Est-ce que le problème fondamental, c'est celui de charges sociales ou c'est celui d'accompagner les entreprises dans leur mutation, dans leur expansion? Moi, je pense que le Hein. vrai problème, c'est l'accompagnement des entreprises vers les mutations. C'est des moyens. Mais j'ai comme l'impression que ces derniers temps, que ce soit en France ou à travers le monde, avec les programmes d'ajustement structurel que certains ont connus, avec les programmes d'austérité, euh, on est dans une sorte de capitalisme de connivence. C'est-à-dire, on détruit les structures pour servir certains amis et se répartir les profits quelque part. Je ne Hein. pense pas que le problème soit forcément celui du coup salarial, que ce soit forcément celui des charges sociales. Non. Le problème, je pense, c'est ailleurs, c'est parce que l'État, depuis le thatcherisme et Hein. le reaganisme, a quand même renoncé à beaucoup de ses missions. C'est-à-dire qu'on nous a dit que l'État devrait plutôt baisser sa dépense, se retirer de la sphère productive, ne plus soutenir des entreprises. Ouais, Et, ouais. et c'est ce qui fait que les entreprises se portent mal en partie. Quand un État se porte bien, accompagne et soutient les entreprises, l'État avance. Nous avions vu que les États pilotes en Asie, tels que le Japon, la Corée du Nord et peut-être même la Chine qui accompagne les entreprises, les Hein. choses se passent bien. D'accord. Là, Et il ne donc pour salariale, mais il s'agit plutôt d'accompagner l'entreprise dans ses mutations. Et quand il faut même hmm, exonérer les charges, on le fait pas parce qu'on veut faire plaisir à X, Y, Z, mais c'est parce qu'on veut propager le bien-être collectif. d'accord. Donc ceux qui donnent la mouvance, ceux qui accompagnent, en tout cas en France, même ailleurs, je crois au Congo, je sais pas, ce sont les chambres de commerce et d'industrie, Ce sont ou des pas? interlocuteurs qui devraient exprimer le point de vue des opérateurs économiques. Mais c'est à l'État Hein. de façonner, de piloter, de coordonner et de faciliter l'exercice des activités économiques. Parce D'accord. que c'est l'État qui doit parler des taux d'intérêt, euh, c'est l'État qui régule les taux d'intérêt en hausse ou en baisse selon les besoins. Hmm. L'État qui a l'appareil fiscal. Ça lui Hein. revient soit d'augmenter ou de baisser les impôts, soit de les Ouais. exonérer. Bref, il a un rôle à jouer pour propulser, faire avancer l'entreprise africaine, parce que cette entreprise qui produit des biens et services paie les taxes quelque part, paie les Hein. salaires, du profit et contribue à la richesse, à la création de la richesse nationale. Donc, il faut soutenir cette entité-là, quitte à ce que parfois, quand l'entreprise privée ne peut pas, que l'État vienne se substituer, l'accompagner jusqu'à un certain niveau, pour, le moment venu peut-être, retrocéder de l'argent, des actions au collectif des travailleurs. Voilà D'accord. ce que je pense. D'accord. Donc, bah, quand vous parlez toujours du Congo, et c'est très bien parce il faut bien un pays, il Je faut bien pense un que pays. quand je parle de l'État et de l'entreprise en Afrique en général.
Ouais, bien sûr, mais on va rester quand même sur le Congo, qui est aussi un bel exemple par rapport à ce qui se passe. Euh, je voudrais faire une activité au Congo. Je suis moi-même congolais. Quand je vois une grande difficulté qu'il y a aujourd'hui, je fais quoi? Dites-moi. Je fais pas. Est-ce que l'État l'aide et l'accompagne? Alors, le Congo, aujourd'hui, c'est un État failli, qui est en faillite. Normalement, j'ai un souvenir d'une société d'État. Nos enfants ne peuvent plus se rappeler, mais ceux Ah, qui ont mon âge, sinon c'est un peu plus grand, peuvent se rappeler. Il y avait Socofar, Société congolaise des pharmacies. Et je me d'accord. rappelle le directeur général de cette société congolaise des pharmacies, c'était un Ah, certain Kassani. Il est rentré au Congo après ses études. Il voulait à tout prix que les médicaments soient à la portée de tous à bon prix et peu importe le point sur le territoire national. Donc, ah, il a eu un souci d'équité territoriale. Ils ont discuté certainement avec le président de l'époque, qui était Marien Wabi, et il est ordonné aux institutions financières, notamment à la BNDC, Banque nationale de développement du Congo, d'accompagner ce monsieur dans la réalisation de son projet. Mais je rappelle que c'était des pharmacies étatiques. hmm, L'idée était de M. Castanou et l'État a soutenu l'initiative. Nous avions eu ces entreprises qui, en France, on aurait parlé des établissements publics, industriels et commerciaux. C'est-à-dire que c'est un établissement public, mais qui fait du profit. ah, Tel que d'accord. la SNCF, c'est un établissement public qui vend des billets, qui fait voyager, mais fait aussi du profit, bien qu'il soit dans le service public. Donc, ce qu'on fait, c'était à peu près ça. Il y a de ces D'accord. pratiques au Congo, nous devions de revenir à ces pratiques. Donc, si vous êtes artisan, que le projet est louable, rentable pour le pays, l'État devrait créer les conditions de vous soutenir, de vous accompagner en vue que votre projet voie le jour, puisse servir Hmm, au pays et résorber le chômage. Donc, moi, je pense qu'il faut reconstituer les banques nationales qui doivent financer et mettre en place des structures qui doivent accompagner, aider tous ces artisans qui veulent s'enrichir, créer et contribuer à la valeur ajoutée. Parce d'accord. que moi, quand on s'est séparés, je vous avais dit, il n'y avait pas que le pétrole pour un pays, et j'avais Hmm, pris en exemple le Vietnam, qui, grâce à l'arboriculture, engrangeait des recettes de 5 milliards hmm, de hmm, dollars par année. Nous pouvions promouvoir des oliveraies, des avocateraies, hmm. safouteraient, des orangeraies, produire du jus de fruits sur place, des liqueurs et autres pour notre marché. Hmm. Donc, moi, je pense que l'État devrait être là pour accompagner ceux qui veulent bien s'engager dans l'entrepreneuriat. Donc, D'accord. malgré les difficultés, l'État n'a qu'à se ressaisir pour accompagner ceux qui veulent bien agir. Donc, être le pilote de l'activité économique. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait ou pas? Est-ce qu'ils accompagnent? Ou alors ils Aujourd'hui, s'accompagnent, ou alors ils s'accompagnent eux-mêmes? aujourd'hui, il y a un discours, mais nous voulons des faits et des actes. Ouais. Hein, des discours, c'est des coquilles vides. Les idées sont là, c'est pas Ah, appliqué, et nous voulons des actes. Et que je sache, je ne sais pas, et je suis convaincu que depuis 2005, il n'y a pas de banque
à capitaux congolais. Les banques appartiennent aux étrangers, notamment au Maroc, à la France et aux autres. Il n'y a pas une banque nationale typiquement congolaise. Et donc, si vous n'avez pas, pas en main l'outil monétaire et politique, financier, je ne vois pas comment vous pouvez facilement accompagner les entreprises dans leur mutation. Bien Donc, sûr. il faudrait revenir à nos banques nationales de développement, à nos banques commerciaux, à nos banques spécialisées, dans le financement, par exemple, de l'exploitation forestière, ainsi de suite. Ça existait autrefois, étudier de nos erreurs et trouver des solutions pour faire mieux autrefois. Et cela n'est pas de quelqu'un d'autre. Donc, qui est-ce qui fait ce jeu, ce rôle c'est la banque de développement, comment elle s'appelle? La Banque africaine de développement, la BAD? À la Banque africaine de développement, la BAD. Bon, la BAD est là pour sélectionner les projets, mais les initiatives viennent toujours des individus qui ont l'âme, qui ont la fibre entrepreneuriale. Bien sûr. Ceux-là, qui viennent avec des projets et ils sont étudiés. Si c'est des projets qui tiennent debout, que font les banques? Que font les banques sous l'égide de l'État? Ils accompagnent pour que ces projets voient le jour. Parce qu'on va produire la richesse sur place. Cette richesse va favoriser la croissance en pays, permettre de propulser d'autres activités. Par exemple, M. Malanda va produire, grâce à l'arachide, de l'huile. Alors, ils sont contents qu'il y ait un goulet d'étranglement parce que ne sait pas comment emballer son huile. Il va s'adresser à un spécialiste de verre qui va lui fournir des bouteilles. Et ensuite, il faut trouver des débouchés. L'État peut l'aider grâce à ses relations à l'extérieur. Par exemple, l'huile congolaise pourrait être vendue au Cameroun, dans la CEMAC, un peu partout. Et ça, c'est l'État accompagné. Bien sûr. Et ça ne le fait pas? Il n'y a pas ce système-là aujourd'hui? Aujourd'hui, vous savez que rien ne marche. On m'a même dit qu'on voulait augmenter le SMIC Le SMIC devrait passer de 50 000 à 70 000 francs CFA au Congo. D'où j'ai posé le problème du pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que vous pouvez augmenter le salaire nominal sans pour autant augmenter le pouvoir d'achat. Parce que je disais que le pouvoir d'achat, c'était une unité monétaire qui permettait d'acheter une certaine quantité de biens. Vous m'augmentez le salaire, mais si les prix augmentent dans le même temps, ça ne va pas me soulager. Parce que ce sera les mêmes prix et le salaire ne serait pas suffisant. Mais si vous les baissez, soit parce que vous avez baissé les impôts, soit parce que vous avez baissé les tarifs, soit parce que vous avez baissé le prix du carburant, en ce moment-là, les prix baissant, vous avez augmenté le salaire nominal, je peux m'en sortir. Mais vous m'augmentez le salaire, les prix augmentent même au même niveau, il n'y a rien. Et je disais que même quand j'étais gamin, avec 100 francs CFA, vous pourriez acheter 4 fabriqués. Aujourd'hui, avec 100 francs CFA, vous n'achetez rien. Donc, les Congolais ont perdu en pouvoir d'achat. Ce n'est pas parce qu'on augmente le salaire que forcément votre revenu réel augmente. Je pense que l'État congolais, ou comme tout État africain, doit se ressaisir parce qu'en ce moment, les États ne jouent pas leur rôle, ils sont défaillants. Ils ont aliéné leur souveraineté depuis 1985 en faveur des institutions financières de Bretton Woods. Tant que la politique monétaire dépendra du Trésor français et de la Banque de France, je ne crois pas que nous puissions
évolué parce que nous n'avions pas les mêmes problèmes que la zone euro. La zone euro, des statuts, est là pour combattre l'inflation. Nous voulons nous développer. Donc, ce n'est pas les mêmes problèmes. Mais comme nous sommes sous la dépendance du Trésor français, de la Banque française, de la Banque de France, qui sont eux-mêmes dans la zone euro, nous suivons dans cette politique. Il faudrait revenir à nous-mêmes, à notre souveraineté, à notre monnaie. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'on va mener des politiques qui nous ressemblent et qui répondent à nos besoins. Bien sûr. Donc, être totalement indépendant, économiquement. Sans oublier l'interdépendance, mais déjà nous battre pour être indépendants, libres à prendre nos décisions en fonction de nos besoins. Et dernièrement, lors de notre première ou deuxième émission, ce qui nous manque à nous, Africains, surtout, c'est la confiance en soi. Nous devions croire, nous, à ce que nous faisons. Bien sûr, nous appuyons sur la prospective, la planification. Pourtant, il y a une banque centrale africaine qui a été créée il y a maintenant quelques années. Je crois même que c'était en 1998. Donc, ça a été signé au Nigeria, cette création. On est en 2024. Elle n'est toujours pas là. Elle n'est toujours pas en fonction, en tout cas. Pourquoi? Par rapport à l'Europe? Par rapport au franc CFA que l'Afrique ne détient pas finalement? Bon, en Afrique, je veux dire qu'il y a plusieurs banques centrales. Mais au niveau des pays de l'Afrique noire francophone, il y a deux grandes banques centrales. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, et la Banque des États de l'Afrique centrale, la BAC. Et, qui, sous le contrôle de la Banque de France et du Trésor français, émettent le franc CFA sur nos marchés. Mais dans le cadre de l'intégration africaine, oui, il avait été pensé de mettre sur place un fonds monétaire africain. Je pense que le siège devrait être au Cameroun. On devrait aussi mettre en place une banque centrale africaine en Libye et une troisième institution. Mais jusque-là, c'est lettre morte. Parce que l'Union africaine ne veut pas se donner les moyens de sa politique et elle-même dépend toujours de l'Union européenne. D'accord. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et celui qui commande, c'est celui qui apporte de l'argent. Donc vous avez beau avoir des belles idées, mais si vous ne vous donnez pas les moyens, ça ne marcherait pas. D'ailleurs, je me rappelle qu'en 2001, avant la naissance de l'Union africaine, enfin de la mutation, organisation de l'unité africaine en Union africaine, Monsieur Gbagbo, Laurent, avait demandé à ce que les Africains puissent financer eux-mêmes l'Union africaine en prélevant sur chaque transaction 1 euro en vue de financer, non, $1 en vue de financer l'Union africaine. Sur chaque transaction internationale, chaque exportation prélevait 1 euro pour pouvoir avoir de quoi financer l'Union africaine pour ne pas dépendre de l'extérieur. Malheureusement, c'est pas fait. Et je pense que c'est même un Ivoirien qui était président de l'Union africaine dans cette période transitoire. Là, c'est un Ivoirien qui est à la tête. Hein? Les Africains croient que le développement, le bien-être viendra d'ailleurs. Or, le bien-être viendra de notre travail parce que nous avions planté l'arachide, le riz ou quoi, nous pourrons semer africain demain. Tant qu'on ne l'a pas fait, on dépendra des autres. Ce n'est pas nos prières qui nous sortiront
de la misère, mais c'est notre travail. Et c'est en ayant foi en nous que nous avançons. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, pour revenir sur les entreprises, là, on a élargi le sujet. Euh, pour revenir donc aux entreprises et aussi à l'artisanat, comment font-ils aujourd'hui, par exemple, au Congo? Parce qu'ils doivent vivre. Comment font-ils s'ils ne sont pas accompagnés, aussi bien par les banques, aussi bien par l'État? Euh, comment font-ils? Ça doit être très compliqué. C'est hyper compliqué et dernièrement, quand nous avions échangé avec vous lors de notre dernière interview, je vous disais que en 2015, quand je suis au Congo, j'allais voir le coiffeur, je devrais payer 90 centimes d'euros. Qu'est-ce que j'avais constaté? Que les inspecteurs d'agents du ministère du Commerce, les fiscalistes des impôts, venaient matin, midi, soir racketter ces jeunes-là qui vivotent malgré Hmm. l'activité. Ces jeunes sont enfin, des jeunes artisans, les jeunes entrepreneurs sont abandonnés à eux-mêmes. Ils se débrouillent juste pour vivre. Mais l'État ne favorise pas leur expansion. Or, ce qu'il fallait, c'était peut-être de s'asseoir et se dire, bon, vous faites ceci, c'est bien beau. Qu'est-ce que nous pourrions faire pour vous aider? Quelle fiscalité qu'on vous appliquera? Hmm. Et comment pouvions-nous vous aider pour nous élargir et aller vers, partir de l'informel vers le formel? L'État devrait Hmm. accompagner ça. Or, l'État ne fait rien, que ce soit au Congo, au Cameroun, au Gabon, ainsi de suite. Les gens se débrouillent à peine, mais n'ont aucun soutien, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et voilà pourquoi celui qui a son kiosque pendant 20 ans demeurera un kiosque. Le kiosque demeurera un kiosque. Mais D'accord. vous savez, dans certains pays, aujourd'hui c'est un kiosque, parce que l'État est intervenu, demain ça devient une grande chaîne de distribution. C'est malheureux que ça se passe comme ça, parce que logiquement, un État est là justement pour sa nation, donc pour son peuple, pour le favoriser, pour l'aider, pour l'accompagner. Ils peuvent recevoir aussi des idées, qu'elles soient refusées ou pas, mais c'est un échange. C'est un échange, mais accompagner tout ce qui peut marcher, favoriser l'épanouissement de nos peuples. Bien Malheureusement, sûr. c'est pas cela. Et que l'État est plus à l'écoute des institutions financières internationales, qui ne sont pas là pour l'avancée de nos pays, mais qui sont là pour mettre la main sur les ressources de l'Afrique. Je parle notamment du Fonds monétaire international. Je parle Hmm. notamment de la Banque mondiale. Depuis qu'ils sont là, je n'ai pas vu un pays africain ou latino-américain évoluer. Ceux qui ont Hmm. évolué, ce sont les pays asiatiques qui ont pris en main leur destin. Que ce soit Bien la sûr. Chine, la Corée du Nord ou du Sud, que ce soit la Malaisie, c'est parce qu'ils se sont d'abord pris en main. Ils ont avancé. Ils n'ont pas Ah. attendu l'injonction du Fonds monétaire international. Le salut ne viendra pas dans le salut est endogène. Et dernièrement, j'ai dit que l'économie est un match qui se gagnait à l'intérieur. C'est un Bien match sûr. qui se joue. Bien sûr. Mais ça ne vient pas que du fonds, mais ça ne vient pas que du Fonds monétaire international, etc. Et ça vient aussi de l'autre, ça, ça vient aussi de l'autorité même. Nous avions notre grande part de responsabilité, c'est ce que je souhaitais vous dire tout à l'heure, parce que quand je suis un peu plus jeune, le Congo n'importait pas le riz. Nous consommions le riz qui était produit au Congo. Et du jour au lendemain, sous injonction du Fonds monétaire international, parce qu'on a parlé des avantages comparatifs, aller se spécialiser dans les domaines dans lesquels on est les plus forts à abandonner d'autres, le Congo s'est mis à importer
du Vietnam, de Thaïlande, ainsi de suite. Autrefois, nous produisions du café, du cacao. Mais aujourd'hui, nous avons abandonné tout ça. Donc là, ce n'est pas le FMI, c'est de notre faute. Nous en sommes D'accord. responsables. Et nous sommes les premiers responsables de notre malheur. Seulement, dans le même temps, nous ne devions pas écouter ces institutions. Parce qu'on nous impose des conditionnalités qui ne contribuent pas à ce que nous puissions avancer, mais qui contribuent à notre régression. Donc, nous sommes largement fautifs, ils ont leur part de responsabilité aussi. Bien sûr, et ça se comprend mieux. En tout cas, comme ça, franchement, c'est très injuste. Encore une fois. Nous ne sommes pas dans des rapports d'adhésion, ni dans des amitiés. Il s'agit des rapports de force en économie. Et chacun doit défendre ses intérêts et les promouvoir. Mais nous sommes dans une forme d'attentisme. Et comme je disais, il faudrait que nous reprenions en main l'outil productif. Il faudrait que nous puissions promouvoir ce que j'ai appelé les forces productives. Entreprises, l'énergie, la téléphonie, les infrastructures et tout ce qui fait la force d'un pays. Posséder la richesse, c'est bien beau, mais avoir des forces productives pour développer, extraire, consolider la richesse, c'est mieux. C'est pour ça que l'agriculture est aussi importante dans cette histoire, pour le développement. Je pense que c'est la base et le commencement de toute chose. Et j'avais suivi M. Nditokoulou, je pense, la veille du 15 août. Il avait accordé une interview à R7 de M. Guerin. Ben, il pensait la même chose que moi. Il s'est essayé de consacrer au moins 25 à 30% du budget à l'agriculture. Et encore, faudrait accompagner, soutenir, favoriser l'agriculture paysanne, lui ouvrir les marchés, bien sûr, créer des marchés d'intérêt régionaux. Et pourquoi ne pas faciliter même la transformation des produits dans nos communautés rurales? Parce que avant le pétrole et après le pétrole, la croissance de l'Afrique vient de nos zones rurales. Parce que autrefois, c'est l'agriculture et même aujourd'hui qui alimente le budget de beaucoup d'États africains. Donc, et vous savez que le premier besoin fondamental de l'homme, pour reproduire sa force de production, il faut manger. Donc, il faut nous battre pour aliéner, non, pour sortir de notre première aliénation, qui est la famine. Et nous avions besoin que l'agriculture puisse, la production agricole puisse s'accroître, puisse se consolider midi soir, et que l'agriculture nous permette de satisfaire tous nos besoins, sans chercher à importer le climat, la nature, qui nous permet de caracoler dans ce domaine. D'accord. Donc avant de, je comprends bien. Là, on a donné. Pour moi, c'est une base de développement l'agriculture. Mais je pense que je sais pas. Je sais pas. Oui, c'est la clé. Mais après, je sais pas si ce que vous en pensez. Mais je dirais qu'avant de développer ça, il faut quand même un côté sécuritaire à la chose pour que tout se passe bien. Mais qui doit garantir cette sécurité? Enfin, sécurité au sens large, hein?
Bien sûr. Sécurité financière, sécurité sociale, sécurité économique, sécurité civile, ainsi de suite. Mhm. Qui doit garantir la sécurité, effectivement, c'est la puissance publique. Il en Bien a les sûr. moyens et elle est la seule personne, la seule force qui détient tous ces moyens diplomatiques, législatifs, tarifaires, légaux et même, on va dire que Ouais. il a le monopole de la violence légitime. Et d'ailleurs, quel est le cœur de l'État, n'est-ce pas la force publique, Bien sûr. l'organe de l'État, c'est la force Mhm. publique, je parle de la gendarmerie, l'armée, la police. Bien sûr. Voilà. Donc c'est à l'État de garantir effectivement la sécurité au sens large du terme. D'accord. Bah, même très large, hein, parce que même très large, hein, parce qu'il y a aussi les pays voisins où le cheminement aussi bien de l'un ou de l'autre doit se faire, et aussi bien dans le côté économique envers les transferts, les virements bancaires, mais aussi sur le terrain et dans les livraisons, etc. Donc il est vrai que la sécurité, toute sécurité, avant tout, doit être mise en place. Des moyens diplomatiques aussi. Ouais, Voilà. bien sûr, bien sûr, à travers des conventions, bien entendu. Voilà. Bon. Bah écoutez, monsieur Malanda, on est déjà à 40 minutes. Ça passe trop Mhm. vite. Ça passe trop vite. Parce que vous êtes vraiment intéressant et notre discussion est, je pense, intéressante aussi envers ceux qui nous regardent, hein, envers ceux qui écoutent notre discussion. J'espère qu'elle répond à certaines de leurs questions. En tout cas, moi, ça m'apporte beaucoup de discuter avec vous. C'est très intéressant. Et donc, nous allons partir pour la 6e émission, mais je ne voulais et je vais vous laisser dire quel est le thème de la prochaine émission, parce que je ne vous le dirai pas. D'accord. Bon. Puisque nous avions parlé de l'entreprise et le développement socio-économique africain, Ah, ah. la prochaine émission regroupe beaucoup de thématiques, mais on va le résumer simplement, tirer profit du secteur primaire. D'accord. Donc, il y a encore beaucoup de choses à dire, hein. Secteur primaire. Parce que nous allons aborder le foncier, nous allons aborder l'agriculture, Voilà. l'énergie, D'accord. Mhm. euh, voire même des industries extractives du pays. D'accord. Donc, ça va être très intéressant, parce que vous allez encore me reparler du Congo. Et si on parle du foncier, on va certainement parler, mais je commence à vous connaître, monsieur Balanda, où vous allez certainement me mettre une parenthèse dans vos discussions par rapport aux terres qui a été laissées ou cédées au Rwanda, appartenant à l'est du Congo. Je pense que vous allez me faire une petite parenthèse là-dessus sur la prochaine émission. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens comme ça. On en parlera. Si vous Ah, allez, si vous allez en Taïwan, on ne vend pas des terres aux étrangers. Si vous allez en Suisse, les terres sont vendues aux étrangers pour un temps limité. bien Pourquoi est-ce que sûr, nous devons céder aux étrangers? bien sûr. Bah De la terre, écoutez, et c'est de la terre que nous tirons nos richesses. Donc, je ne vois bah, pas exact- pourquoi on peut toujours céder nos terres aux autres. bah, exactement. Bah écoutez, en tout cas, merci pour cette émission qu'on vient d'effectuer. Je vous attends la semaine prochaine. Je crois qu'on va encore parler beaucoup. Et puis, ce qui est très bien, c'est qu'on parle vraiment comme si on prenait un petit café ensemble. Et c'est ça qui est parfait. Je vous dis à très bientôt dans notre émission Valeurs, dans Canal K Web TV. Oui, à vous aussi, merci.